118, voire 120 et plus. Toutefois, il faut reconnaître que certains États ont engagé de profondes restructurations dans ce domaine et les résultats sont palpables. Quand on lance un coup d'œil, il faut quand même se souvenir que le processus de transformation de la société tout entière dépend généralement, en dehors de la volonté politique, de trois grands facteurs, à savoir l'offre, la demande et la gouvernance. Au niveau de l'offre, il faut des services autour du développement des infrastructures large bande, de l'accroissement de la production de cette offre et des contenus numériques. Au niveau de la demande, on peut schématiser en disant qu'elle est axée autour de la transformation numérique, de l'administration des entreprises et de la promotion d'une culture numérique par la généralisation de l'usage des TIC. Bien sûr, au niveau donc de la gouvernance et de la régulation, puisque c'est un phénomène nouveau, il faut établir la confiance numérique, le développement du capital humain, le leadership dans le numérique. Et je crois que, de manière générale, ce qu'on a vu dans d'autres pays, la digitalisation a permis de libérer un potentiel de croissance économique dans presque tous les secteurs, emploi, jeunes, recherche, innovation. Mais cependant, comme je l'ai dit tantôt, il y a de nombreux obstacles qui empêchent encore un véritable décollage de ce secteur en Afrique, dont le faible développement des infrastructures large bande de qualité, la faible couverture des réseaux 3G et 4G, parce que quand même on a donné des concessions aux opérateurs, ils se contentent de rester dans les grandes villes et ne couvrent pas le territoire national. Les tarifs qui sont élevés, donc prohibitifs, et l'absence d'une industrie locale de développement des contenus numériques. Bien sûr, la recherche et l'innovation qui n'est pas encadrée, autant d'éléments, ce qui entraîne donc cette faible transformation numérique de la société, de l'administration et des entreprises, et l'absence d'un écosystème incitatif au développement des activités digitales. Parce que ceux qui sont avertis engagent certaines activités, mais il n'y a pas l'écosystème favorable pour que ce soit un développement durable et pérenne. Ce qui fait donc la gouvernance, donc automatiquement, les gens ont peur de se confier à ce phénomène nouveau, surtout quand on sait que la cybercriminalité prend du terrain en la matière. Ça fait donc nous assistons à un peu, les gouvernements sont un peu comme bloqués parce qu'il y a une non-adaptation du cadre réglementaire au développement de l'économie numérique qui va si vite. On n'a pas le temps d'encadrer qu'il y a un nouveau marché et ceux qui sont avertis avancent et vous courez après eux. Donc finalement, tout le monde ne bénéficie pas des dividendes numériques. Et tout à l'heure, peut-être pour permettre, au cas du Cameroun, nous avons pris conscience de cela. Pour la volonté politique, elle est vraiment là, la transformation digitale. Notre chef de l'État, dans presque toutes ses adresses à la nation, il appelle tout le monde à se saisir de ces enjeux liés au développement de l'économie numérique et notamment son impact sur la croissance. Nous, donc, revigorés par cet engagement du plus haut sommet de l'État, nous avons élaboré une boussole en synergie avec toutes les parties prenantes. Il s'agit d'un plan stratégique de développement de l'économie numérique qui devra contribuer donc à l'atteinte des objectifs de croissance et d'emploi qui sont visés par le gouvernement. Donc, le département ministériel dont j'ai la charge s'occupe donc de mettre en place cet environnement qu'il faut afin de gagner le pari d'une transition numérique qui est réussie. Donc, ce qui fait que je peux donner quelques petits exemples des actions qui ont été engagées au niveau de la couverture du pays. Nous avons développé les infrastructures. Nous disposons aujourd'hui de près de 20 km de fibres optiques. Nous avons, au niveau de la connectivité à l'international, 4 câbles sous-marins d'une capacité d'environ 32 terabits. Nous avons mis au niveau des chefs-lieux de chaque région comme département des boucles optiques urbaines pour permettre cette interconnexion et on a mis en place 2 points d'échange Internet. Ce qui fait donc que cela a une conséquence. On bouscule les opérateurs qui avant étaient un peu comme des monopoles parce qu'il faut développer tout un ensemble. On a obtenu une baisse des tarifs de terminaison d'appel de près de 50%
entre 2018 et 2019. Et je crois qu'au Cameroun, le coût moyen d'Internet mobile est à peu près de 1,5 $, ce qui fait dans les 10 000 francs CFA au Cameroun. Et nous sommes en train de mettre quelque chose qui bouscule un peu le secteur, c'est une plateforme nationale d'agrégation des communications électroniques qui donne la possibilité aux startups de bénéficier sans restriction aucune de la ressource USSD qui constitue aujourd'hui la ressource essentielle en matière de développement des services à valeur ajoutée. Vous comprenez que ça pose un problème. Ce sont les opérateurs qui, jusqu'à présent, avaient le contrôle et pouvaient arriver à abuser de leur position dominante, ce qui empêche de permettre à ceux qui sont en dessous de pouvoir évoluer. Nous avons, comme on l'a dit un peu en off, on a des data centers et on a deux mêmes. Un qui est vraiment tier 3 et un autre qui est en train de se transformer pour s'arrimer également au niveau tier 3, sans compter les autres data centers des opérateurs privés. La réduction de la fracture numérique se fait à travers des camps de vacances TIC. On joint l'utile à l'agréable. Nous faisons des caravanes Globetrotter pour aller identifier les startups, les accompagner dans la maturation de leur idée pour qu'ils partent de l'idée pour devenir vraiment un projet numérique. Et au niveau de la gouvernance, bon, notre pays, le Cameroun, s'est doté d'une loi sur la cybersécurité. On a un CERT, le Computer Incident Response Team, qui permet de rattraper, de surveiller Internet. On a une infrastructure à clé publique et c'est depuis un mois, nous faisons une campagne du nom de domaine .cm camerounais pour que nous n'ayons plus ces adresses où les données sont hébergées ailleurs, parce que vous comprenez qu'il y a un enjeu de taille, celui de la protection des données à caractère personnel. Bien sûr, les régulateurs, on doit les équiper pour qu'ils aient des outils pour accompagner cette transformation numérique de la société. Et au niveau du capital humain, on a des problèmes parce que tout ceci, si on n'est pas formé, les jeunes, c'est presque instinctivement qu'ils s'adaptent. Nous avons une école de formation de postes et télécommunications, mais le chef de l'État, il y a 2 ans, a transformé cette école pour que cette école devienne véritablement un institut supérieur de formation aux standards internationaux pour adresser les défis actuels et futurs. Et cette redynamisation a permis, cette école, elle s'appelle SUPTIC, SUPTIC, a été désignée par l'Union internationale des télécommunications comme un centre d'excellence de l'UIT pour la période 2019-2022. Voilà ce qui est fait et en perspective, nous ne nous arrêtons pas là, nous voulons, vous savez que c'est une réforme, c'est une révolution. Il faut que tous les acteurs aient pris conscience qu'ils doivent s'engager dans ce changement. Ce qui fait que nous comptons développer au Cameroun des cités numériques dans chaque région pour permettre à cela, la recherche, le développement, de prendre corps. Et bien sûr, nous voulons coopérer avec les autres parce que tout seul, nous ne pouvons pas, avec l'économie numérique, il faut coopérer avec ses voisins, il faut coopérer au niveau de l'Afrique. Nous sommes ouverts et nous participons à tout ce qui peut se présenter comme plateforme, comme idée pour que nous puissions véritablement réussir la transformation digitale parce que je le pense, les TIC, le numérique, c'est une opportunité qui a été donnée à l'Afrique de rattraper le retard sans attendre un siècle. Comme on nous a souvent dit, Paris ne s'est pas développé en un jour, mais avec le digital, l'Afrique peut se transformer en quelques jours si tout le monde prend conscience et s'engage à le faire. Merci, c'est ce que je peux dire en propos. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. Alors merci beaucoup, Madame Libom. Merci pour votre intervention et cette agréable introduction. Alors, j'ai une petite question, on ne va pas y répondre maintenant. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une carte de la fibre, du réseau fibre optique pour voir où il passe au Cameroun et voir où est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer? Donc, c'est une petite question qu'on a, mais on répondra en off. Donc, j'ai compris par votre intervention, Madame la Ministre, que les gouvernements ont repris la main aussi sur le développement numérique en essayant de développer des solutions qui sont souveraines, des solutions nationales. Vous avez mentionné les plateformes numériques, par exemple pour le USSD. Et néanmoins, on se rend compte aussi qu'il y a besoin de partenariats publics-privés.
Et on a, avant d'accueillir M. Lassina Koné qui vient de nous rejoindre, on a M. Tamalgo qui représente une société privée dont il va parler. Alors j'aimerais peut-être, M. Tamalgo, si vous le voulez bien, que vous nous expliquiez quel est votre rôle, quelles sont les actions que vous avez menées en Afrique. Et puis peut-être, je vois un slogan derrière vous qui me paraît extrêmement important, surtout les 2 premiers mots, en Afrique pour l'Afrique. Peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu à notre public les actions qui sont engagées à travers ce principe. Merci bien, Jean-Noël. Et je voudrais avant toute chose remercier e-conférence d'avoir bien voulu m'inviter et à travers moi inviter Huawei à ce webinaire. Et permettez-moi, avant de commencer, d'exprimer toute ma révérence à son Excellence Minette Libom Likeng, ministre de l'économie, ministre des postes de télécommunications du Cameroun, qui aussi nous fait confiance dans l'exécution de plusieurs projets, et de dire aussi un chaleureux bonjour au DG de Smart Africa, M. Lassina Koné, qui est aussi mon bon grand frère. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, permettez-moi de présenter Huawei brièvement en Afrique pour introduire mon intervention et dire en quoi Huawei participe un peu à tout cet effort. Huawei en Afrique, c'est une présence dans 50 pays africains. Nous avons donc posé nos valises en Afrique en 1997 en Égypte pour la première fois. Donc, ça fait 23 ans d'histoire, 23 ans d'accompagnement de l'Afrique. Et nous avons donc 17 bureaux de représentation, 9000 employés, dont 75% sont des locaux. Nous avons un taux de localisation de 75%. Et je voudrais dire par là donc en quoi est-ce que Huawei contribue à la formation de talents, à l'effort d'accompagnement de la population africaine pour être préparée à pouvoir adopter et bien maîtriser, utiliser le numérique. En 2018, nous avons fait à peu près 5,8 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires en Afrique, ce qui représente à peu près 4,7% du chiffre d'affaires mondial de Huawei, qui tourne autour de 122 milliards de dollars américains. Sur le plan de l'éducation, nous avons investi à peu près 5 milliards de dollars à travers la Huawei ICT Academy Fund pour pouvoir, à travers un partenariat avec plus de 300 universités sur le continent, participer à la formation des talents africains. Et c'est dans ce sens que nous avons formé plus de 80 000 Africains, notamment des travailleurs, des étudiants et des enseignants, donc au métier des TIC. Nous avons également un programme dénommé Seeds for the Future, Graines de l'avenir, à travers lequel nous avons offert à peu près 1500 bourses à des étudiants en fin de cycle qui ont pu aller en Chine, à notre université, à la Huawei University à Shenzhen, pour se faire former et revenir. La plupart de ces étudiants, à leur retour, sont employés immédiatement. J'ai personnellement conduit 3 promotions. La première promotion a été recrutée en intégralité par Huawei et les 2 autres promotions ont été recrutées par d'autres sociétés dont je ne citerai peut-être pas le nom ici, mais pour dire en comment Huawei contribue véritablement à la formation des jeunes. Donc, dans les pays comme le Cameroun, bien sûr, nous avons des partenariats avec SUTIC, comme son Excellence Madame le ministre a mentionné déjà, et avec plusieurs autres universités dans le pays. Donc, voilà à peu près Huawei. Nous avons aidé de nombreux gouvernements, de nombreux opérateurs. Sur le continent africain, nous avons collaboré avec plus de 200 opérateurs. Et je tiens à souligner que nous servons 2/3 de la population africaine. Donc, Huawei, en matière de l'économie numérique et des infrastructures, nous avons déployé plus de 200 000 kilomètres de fibre optique à ce jour, bien sûr, avec l'aide de nos partenaires dans les différents pays. Donc, aujourd'hui, il est important de savoir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges à relever pour l'économie, pour le développement d'une économie numérique en Afrique. Madame le ministre a si bien cité pas mal de challenges. Moi, je dirais tout simplement, l'Afrique fait face à un problème d'infrastructure. Ça, c'est le premier problème. La faiblesse des infrastructures.
Le deuxième problème qui n'est pas du tout à négliger, c'est le problème de l'énergie. Vous savez, il y a à peu près 560 millions d'Africains qui n'ont pas encore l'électricité. Et qui dit électricité parle de ce qu'il faut pour pouvoir permettre au TIC de pouvoir se déployer. Ça, c'est un obstacle à lever. Il y a le désenclavement rural. Le désenclavement rural en ce sens qu'il y a au moins 100 millions d'Africains qui n'ont aucune connexion, aucune couverture réseau, qui sont dans des zones totalement dites blanches et qu'il faut bien sûr désenclaver d'ici 2030 ou 2035. Donc, c'est vraiment important. Il y a aussi le dernier, j'allais pas le dernier, mais un des problèmes majeurs qui est le financement. On a des grands projets, on a de belles visions, mais il reste que les financements posent problème. Voilà un peu tout un tas de challenges contre lesquels aujourd'hui, nous, Huawei, nous essayons d'apporter notre contribution en mobilisant bien sûr des financements à travers Exim Bank et bien d'autres banques pour accompagner les pays africains et bien sûr en déployant bien sûr des infrastructures en termes de fibre optique et d'autres pour accompagner. Nous avons des exemples comme le Cap-Vert que nous avons accompagné depuis 20 ans pour mettre en place tout d'abord la fibre optique, ensuite le système e-gouvernement et nous sommes passés à une véritable transformation digitale aujourd'hui du Cap-Vert qui est un excellent exemple. Je ne peux pas terminer sans mentionner l'exemple du Cameroun également, où nous avons déployé ensemble avec le gouvernement camerounais plus de 12 000 km de fibre optique et bien d'autres exemples. Madame le ministre a déjà bien cité, voilà, des data centers, câbles sous-marins. Et voilà à peu près ce que Huawei fait un peu en Afrique pour contribuer à la transformation digitale du continent. Et nous avons bon espoir que l'Afrique est un terrain où il reste beaucoup à faire. Cela n'est pas du tout négatif, cela est plutôt positif. Cela signifie que nous avons le temps de corriger les erreurs des autres, de bien nous orienter et de pouvoir, de façon assez rapide, rattraper le retard. Madame le ministre l'a si bien expliqué déjà, beaucoup a été fait, il reste beaucoup à faire et l'économie de demain ne peut pas se faire sans le digital, sans la transformation digitale. C'est à peu près la seule porte de sortie pour relancer l'économie post-Covid en Afrique. Alors merci Monsieur Tamago pour votre intervention. Avant de revenir avec Madame la ministre Libom, je vous propose d'accueillir Monsieur Lassina Koné qui vient de nous rejoindre. Alors, bonjour Monsieur Koné, content de vous retrouver. Je suis désolé, vous arrivez, on est en train de lister un petit peu les problématiques, les challenges, les obstacles. Alors peut-être on peut continuer à le faire avec vous, hein, comme vous avez une connaissance exceptionnelle du numérique. Et puis peut-être aussi rappeler, hein, parce que Madame la ministre a commencé à le mentionner, qu'il y a un travail qui est fait par les États pour essayer de garder une souveraineté et un contrôle sur les technologies. Smart Africa travaille avec les gouvernements également. Donc peut-être dans une deuxième partie, nous expliquer votre rôle au sein de Smart Africa et puis les pistes que vous voyez. Absolument, oui. OK. Merci beaucoup Madame la ministre, d'être sur le panel avec nous, mon frère Louis. Effectivement, le rôle de Smart Africa en tant que, quand je regarde le titre, le numérique catalyseur de croissance de développement en Afrique, exactement comme Madame la ministre a dit, le tableau n'est pas aussi sombre qu'on le pense, hein, parce que il y a une narrative qu'il faut changer en Afrique, mais la position de Smart Africa est très claire. Au fait, pourquoi le numérique avec la 4e révolution industrielle? C'est simple. Quand vous regardez l'ensemble des pays africains, on est toujours axé soit sur l'agriculture ou alors sur les matières premières qui sont les ressources naturelles. Mais ces ressources naturelles, ça finit. C'est-à-dire qu'on est toujours le plus grand exportateur de cacao, le plus grand exportateur de café. L'Afrique ne fait que consommer. On a été cadré comme exportateur de matières premières. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans les capitalisations boursières aujourd'hui à New York,
les 8 plus grandes compagnies dans le data, leur capitalisation est supérieure à 50 ou les plus grandes compagnies du monde en télécom. Et toutes ces compagnies sont axées sur les données. Et l'Afrique, on a 1,3 milliard de population, pratiquement 800 millions de jeunes de moins de 30 ans. Et nous produisons des données. La vision de Smart Africa, c'est de transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030. Donc, comme Madame la ministre l'a dit, et aussi mon frère Louis a parlé de l'infrastructure, et quand vous avez un rôle ceci, il est important pour nous, et quand on regarde le tableau aujourd'hui, dans le numérique, dans la transformation numérique, le tableau n'est pas aussi assez sombre. D'abord, l'Afrique aujourd'hui est donneur de leçons en matière de mobile money. Mais il y a quelque chose qui est très important. Ce n'est pas ce qui marche en Europe ou bien dans les pays de l'Ouest. Ce n'est pas ce qui marche en termes de priorité, veut dire que c'est ce qui est priorité en Afrique. Il faut voir le développement du numérique dans un contexte africain. C'est très simple. Un exemple est le mobile money, par exemple. Le mobile money, il y a des Africains qui sont nés depuis leur naissance, ils n'ont jamais connu un compte bancaire. Ils ont connu seulement le compte bancaire, pas le mobile money. Il y a des Africains qui sont nés, ils n'ont jamais connu l'Internet, l'ordinateur comme nous on l'a connu. Dans les années 80, 90, le grand écran. Non, ils ont connu l'Internet seulement à travers le mobile. Donc, c'est de cela qu'il faut profiter et axer le développement dans le contexte local. Et en parlant de cela, quand tu regardes l'ensemble des pays africains, par exemple, le numérique, nous, carrément, on a des indices dont on suit, que nous appelons, par exemple, c'est les indices de l'économie numérique. On regarde la numérisation du gouvernement, c'est-à-dire gouvernement numérique, entreprise numérique. On regarde l'infrastructure qui est importante. On regarde aussi l'innovation axée sur l'entrepreneuriat axé sur l'innovation, qui est 4e position. Et 5e pilier, on regarde aussi les talents numériques, qui est la formation et qui crée aussi des valeurs. Et quand on parle de l'infrastructure aujourd'hui, c'est vrai, vous le savez, aujourd'hui, 36%, à peu près entre 36 et 39% des Africains sont connectés. Et mon frère Loïs l'a dit, il y a des zones blanches. Par exemple, quand tu prends l'Afrique, il y a 39% de la grande bande passante connectée. On a à peu près 30% qui ont une connectivité, mais ce n'est pas abordable. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui meaningful connectivity. Il ne s'agit pas seulement de connecter les zones, mais il faut que ça soit abordable. Et pour que ça soit abordable, il faut qu'il y ait le contexte, il faut qu'il y ait le contenu. Donc, on a ce problème. Et puis, on a 30 autres pourcentage de la couverture en clinique qui n'ont pas du tout de couverture en matière d'infrastructure, dont Huawei d'ailleurs. Huawei fait un grand, étant présent dans plus de 50 pays à peu près en Afrique, fait un grand boulot, surtout dans l'extension des backbones des pays sur le plan national. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on voit un peu ça partout. Pour ça, c'est pour juste planter un peu le décor pour qu'on puisse continuer dans le débat. Et quand il s'agit, par exemple, de la souveraineté, qui est très important, parce que quand je vous dis aujourd'hui la capitalisation boursière de ces compagnies-ci, c'est axé sur les données, dont les données sont importantes. Donc, les données africaines deviennent comment? Comment on parle aujourd'hui quand on prend un pays sur le plan national et puis on prend le continent en tant que plus de 50 pays, qu'est-ce que nous allons faire dans les données? Nous allons avoir le temps de débattre de cela. Merci, Monsieur Koné. Alors, on a plein de questions qui arrivent. Je tiens à préciser qu'on a plus de 800 inscrits pour cette conférence aujourd'hui. Je pense que c'est le record de Digital Africa. Donc, merci à vous, chers speakers. Je ne pense pas qu'ils viennent pour moi, mais ils viennent surtout pour vous. Donc, je rebondis tout de suite sur Madame la Ministre, Madame Libom. Alors, j'ai 3 petites questions pour vous qui viennent directement de l'audience, si vous souhaitez y répondre. Quels sont les services publics et de l'État au Cameroun qui ont subi la plus forte modernisation en termes de services numériques? 2, il y avait une petite question aussi importante. Est-ce qu'il y a des plans spécifiques concernant le leadership féminin spécifiquement dans le numérique? Et enfin, le dernier, vous avez mentionné la formation avec Huawei. J'ai une question aussi qui est, selon vous, qu'est-ce qui manque encore au Cameroun, malgré les formations soutenues par Huawei,
pour avoir une génération complète de professionnels numériques s'il reste encore des actions à faire? Ok, merci. Avant de répondre, je voudrais tout à l'heure corriger dans ma première intervention. J'ai dit 20 000 kilomètres de fibre optique. On a en perspective d'arriver à 25 000 kilomètres. Les secteurs les plus impactés sont touchés par la transformation numérique. C'est d'abord le secteur financier, avec les fintech qui n'ont pas attendu un encadrement particulier. Vous savez, les échanges, là, ça allait très, très vite. Et au niveau de l'administration, il y a des administrations qui ont engagé très vite la dématérialisation. C'est le cas de l'administration des douanes, l'administration des impôts, et même les marchés publics, où il y a déjà un projet de passation de marché en ligne. Il y a plusieurs initiatives sectorielles. C'est pour ça que dans mon propos, j'ai dit qu'il faut encadrer ça. Parce que tout le monde saisit l'opportunité. Mais quelle est la meilleure façon de le faire pour coordonner? En matière, par exemple, de e-government, nous avons plusieurs initiatives. Alors, vous voyez, ce n'est pas facile parce que pour digitaliser les procédures, il faut d'abord les simplifier, les harmoniser. Parce que si vous dématérialisez une procédure qui est complexe, vous ne gagnerez pas grand-chose. Alors, vous voyez ce qu'il faut pour mettre ensemble tous les acteurs, pour les convaincre que cette activité est celle qui doit être dématérialisée. Voilà pourquoi je dis qu'il faut un écosystème, un encadrement là où on sensibilise d'abord les acteurs pour voir ce qu'ils gagnent. Et c'est ensemble donc on va s'entendre pour qu'on commence par la première marche, la deuxième, la troisième et autres. C'est ce que je peux dire globalement. Mais pour ce qui est, qu'est-ce qui est fait pour le genre? Ce qui est certain, ma réponse d'abord, j'ai beau être une femme, je ne suis pas partisane pour les femmes. Il faut que les femmes s'intéressent. Ce qu'on fait déjà, c'est un programme de sensibilisation générale pour que toutes les communautés soient en contact. Parce que même celles qui sont scolarisées, on vous met dans la tête que pour les femmes, il ne faut pas faire telle ou telle chose, les hommes. Nous avons quelques activités qu'on a engagées, des prix spéciaux pour identifier les femmes qui sont engagées dans le projet. Nous, dans nos départements ministériels, on encourage beaucoup les initiatives privées des start-up féminines parce qu'il y en a plusieurs. Parce que pour elles, c'est un grand effort qu'elles font pour que, avec les activités des femmes qu'on connaît, de s'intéresser à ce secteur. Mais je voulais dire que telle que la formation est faite au Cameroun, telle que la motivation elle est faite, on attend les projets de tous les sexes. En ce moment-ci, au Cameroun, nous venons de lancer une semaine de l'innovation. On attend les projets novateurs, justement dans l'accompagnement du gouvernement pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Alors, on attend tous les projets. Ne pensez pas que s'il y a 100 candidatures masculines, parce qu'il y a une seule médiocre féminine, on ne fera pas ça. Mais nous voulons qu'il y ait des femmes et on sait qu'elles sont capables, donc on les encourage. Donc, il n'y a pas une action particulière, mais nous identifions quand même celles qui émergent. Et au Cameroun, il y a justement plusieurs start-up féminines qui sont vraiment au top, qui sont leaders en la matière. Je ne me souviens plus de la dernière question. Elle concernait la formation et le rôle de Huawei. Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore des domaines qui pourraient être intéressants de développer sur la formation des jeunes pour avoir des professionnels du numérique? Est-ce que vous voyez des secteurs particuliers? Oui, justement, Huawei, c'est un volet, Seed for the Future. Vous voyez quand même que la sélection, elle est limitée. Ce que nous voulons faire, et je l'ai annoncé rapidement tout à l'heure, nous voulons au Cameroun mettre un centre national de développement de l'économie numérique, c'est-à-dire un environnement qui permet d'identifier les talents, de les accompagner et de permettre qu'on parte de l'idée de projet à une entreprise numérique. Parce que vous voyez, tant que la formation est éparse, nos universités,
On vient des volets TIC, on a des écoles de formation, mais vous voyez que tout ça, déjà que la jeune start-up, le système financier ne leur fait pas confiance. C'est un domaine qui est nouveau. Il y a ce problème de financement. Donc, si vous ne les réunissez pas pour que leurs problématiques soient adressées dans un cadre particulier, d'accompagnement, de garantie du gouvernement, parce que ce qu'on compte faire, c'est garantir l'efficacité de leur projet pour que ce système-là, bancaire, qui peut leur faire confiance, puisse les financer. Et nous avons aussi, nous, on accompagne beaucoup dans le crowdfunding. On a plusieurs jeunes Camerounais qui, parce que le système bancaire traditionnel ne leur fait pas confiance, ils ont mobilisé le crowdfunding à coût de milliards. Et ils sont en train de se... C'est pour ça que je voudrais j'insiste sur quelque chose. Quand tout le monde l'aura compris, il faut que les projets numériques soient adressés dans un environnement particulier parce que les problèmes auxquels ils font face ne sont pas les mêmes défis qu'une jeune entreprise dans l'agriculture ou dans la transformation agroalimentaire. Et malheureusement, leur cri, le message n'est pas toujours compris par tous. Et partout là où on a compris, on voit le boom. Partout là où on les a encadrés, on voit ce qu'ils deviennent. C'est ce que je peux dire au niveau de cette question-là. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour votre intervention et vos précisions. Je vais revenir sur Monsieur Tamalgo. On vient de parler à l'instant des startups et j'ai une question qui vient de l'audience. Est-ce qu'il existe au sein de Huawei des programmes spécifiques pour accompagner les jeunes startups numériques dans leur développement? Et est-ce que vous avez aussi parlé de connectivité? Est-ce que vous sentez des besoins spécifiques, peut-être par région? Parce qu'une des questions qui est venue, c'est comment expliquer que l'Afrique anglophone a l'air d'avancer beaucoup plus rapidement et d'être plus avancée en termes de numérique que l'Afrique francophone. Voilà. Alors, vous êtes en UM, Monsieur Tamalgo. Merci Jean-Noël et je remercie Son Excellence, Madame Libom. Et je crois que le grand frère Lassina Kone a donné de manière très, très précise et très, j'allais dire, très riche une belle photo de toute la situation. Et moi, je voudrais simplement dire que aujourd'hui, c'est vrai que l'Afrique, on ne peut pas dire que c'est de manière uniformément distribuée que les problèmes ou tout ce qui a été fait comme acquis peut être donc vu. Pourquoi est-ce que la zone anglophone évolue beaucoup plus rapidement que la zone francophone? Peut-être que plus tard, le grand frère Lassina pourra peut-être mieux, mais moi, je voudrais seulement dire qu'on constate tous qu'il y a une belle dynamique dans la zone anglophone. Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup plus d'initiatives de ce côté? Nous le constatons dans tous les cas, mais la zone francophone n'est pas quand même en reste aussi. Les initiatives sont nombreuses. Maintenant, revenons aux startups. Il faut dire que Huawei, nous avons 2 Open Labs, un qui est établi en Égypte et un autre Open Lab en Afrique du Sud, qui il y a juste quelques semaines vient d'être transformé en centre d'intelligence artificielle. Donc, il faut dire que de manière directe, dans les startups, nous faisons juste la mise en place de plateformes. Voilà, et d'un certain nombre d'accompagnements en termes de formation, mais nous donnons la liberté aux startups, des plateformes-là, pour pouvoir mettre en place des solutions purement africaines. Nous avons eu l'occasion d'observer à travers les quelques coopérations avec les startups en Afrique qu'il y a un bon fond africain. Pendant le Covid, beaucoup de solutions purement africaines et des solutions adaptées aux problèmes africains ont été créées par des startups africaines et qui sont vraiment appréciables. Donc, nous les accompagnons bien sûr à travers la ICT Academy, la ICT Competition et tout, et nous donnons tout ce qu'il faut comme formation. Mais le plus important, c'est que nous mettons en place une plateforme à travers laquelle les startups peuvent bien sûr venir s'implanter et puis pouvoir se développer de manière cohérente. Merci, M. Tamalgo. Je pense qu'une des réponses sur l'avancée peut-être un peu plus rapide sur l'Afrique francophone
anglophone pardon, versus Afrique francophone étaient liés à peut-être des monopoles sur les telco opérateurs, comme a mentionné Madame la ministre au début, mais ça n'engage que moi. Monsieur Lassina Koné, vous avez mentionné tout à l'heure le data. On va revenir sur le data. On a beaucoup de questions dessus. Première question pour vous, mais on n'est pas obligé d'y répondre maintenant. Vous avez mentionné tout à l'heure l'index de développement numérique avec les 5 critères. Peut-être on pourra les rappeler à travers le chat parce qu'il y a des gens que ça intéresse de savoir quels sont ces critères et leur définition. Mais ma question pour vous est, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. On a parlé de cadres réglementaires, de régulateurs, d'États, de telco opérateurs et de solutions technologiques, des fournisseurs de solutions technologiques. Vous avez parlé, et je pense que c'est extrêmement important, de data. Comment vous pensez qu'il faut fédérer tous ces gens, tout cet écosystème afin de promouvoir une solution numérique efficace pour l'Afrique? Et comment voyez-vous l'évolution de la protection des données personnelles et de la cybersécurité? Voilà, ça fait une grosse question pour vous. Oui, merci beaucoup. On a l'habitude de ces questions. Au fait, pour l'évolution de l'économie numérique en Afrique, en particulier dans chaque pays, et en général, il faut voir une vision holistique des choses. Les pays ensemble, c'est deux différentes choses. Une des activités que Smart Africa a commencé, et peut-être que vous le savez, c'est le groupe de travail sur la protection des données numériques qui est, vous savez, Smart Africa qui est composé de 30 pays aujourd'hui. Chaque pays a un projet phare. Le projet phare du Sénégal, c'est la grande bande passante et la protection des données. Donc, c'est le Sénégal qui lead avec Smart Africa ensemble dans le working group, dans le groupe de travail pour la protection des données. Il faut ça. Pourquoi il faut ça? C'est important. Comme je vous ai dit, le nouveau pétrole, si on peut le dire, c'est les données. C'est les données qui est nouveau. Parce que les données, c'est la même, les données, c'est la seule chose qui devient infinie à la fin. Donc, qui pourra aider les pays à se transformer vers une économie basée sur la connaissance. Et quand on regarde le data, devient une information, devient une donnée devient information, information devient, comme on le dit, wisdom, qui est la sagesse, la connaissance. Donc, pour cela, il faut réguler, il faut encadrer, comme Madame la ministre disait toujours, même il faut encadrer les startups, tout ça. Pour encadrer cela, ce que nous avons lancé, c'est le groupe de travail de protection des données et nous avons comme partenaires, comme participants dans ce groupe de travail, l'Union africaine, l'UNECA, et beaucoup d'entreprises privées, les Intel et tout ça, ils sont tous avec les pays membres ensemble pour une réflexion afin de surtout que la convention de Malabo sur la cybersécurité et les données qui est passée, je crois, il y a 4 à 5 ans, qui est ratifiée seulement par à peu près, je crois, 12 pays, signateur ratifié par 12 pays, mais signé vraiment par 6 pays, si je me rappelle bien des statistiques. Comment nous pouvons étendre ça? Alors, nous mettons la lumière sur la convention de Malabo et voir qu'est-ce qui a changé avec l'apport du secteur privé. Puisque vous savez, au niveau de Smart Africa, le secteur privé est au centre du développement de l'Afrique pour accompagnement. Ça, c'est très important. Parce que les États ne peuvent pas se renfermer dans comment on appelle ça, dans une salle et puis bon, créer les lois sans le secteur privé. Parce que tout ce que nous faisons, c'est l'offre et demande. Dans l'offre et demande, il faut rendre les politiques des pays assez attractives pour le secteur privé de venir. Et puis aussi, il faut stimuler aussi la demande en jouant sur les politiques de la promotion des outils de TIC, que ce soit les appareils qu'on prend pour connecter, que ce soit les laptops et tout ça. Donc, pour revenir sur la loi des données, il est impératif que l'Afrique ait une loi, comme on appelle ça, GDPR-like, c'est-à-dire RGPD africain. Ça, c'est le seul moyen pour l'Afrique de vraiment de leapfrog. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, aujourd'hui, à l'instant T, nous sommes carrément, l'Afrique est représentée comme juste une autoroute. Chacun vient dans le continent et prend ce qu'il veut. C'est simple, hein? Chaque pays, observez très bien ou bien faites le constat, chaque pays, la loi sur la protection des données est toujours appliquée par la loi des multinationales qui se trouvent dans ce pays. Quand ils viennent, est-ce qu'ils respectent? Il y a quelques pays, il y a à peu près une douzaine de 12 à 16 pays
africains que nous avons identifiés qui ont une loi, une sorte de loi de protection des données, mais ce n'est pas harmonisé. Et c'est le rôle de Smart Africa ensemble, comme outil avec l'Union africaine, pour pouvoir harmoniser une loi autour de la protection des données ainsi que la cybersécurité pour les pays africains. Alors, merci, Monsieur Koné. Je reviens à vous, Madame la Ministre. En fait, j'ai des questions sur l'état d'avancement des plateformes numériques, l'état d'avancement du CERT. Vous avez déjà mentionné beaucoup d'actions qui sont faites au Cameroun. Est-ce que, si ce n'est pas stratégique, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu les actions à venir et les grands chantiers sur lesquels vous travaillez pour les années à venir? Et puis, j'ai une petite question subsidiaire, si vous voulez bien, qui vient d'arriver. Je sais qu'à Singapour, par exemple, quand ils ont parlé de digitalisation, la première étape qu'ils ont faite, c'est de demander aux citoyens comment ils imaginaient la société du futur. Ils l'ont fait aussi en Estonie. Et en fait, est-ce que la question qui est posée là, c'est est-ce qu'il y a des groupes ou des organismes ou des actions qui sont menées afin de demander aux citoyens africains et camerounais en l'occurrence pour vous, afin de recueillir leurs attentes et leurs besoins? Voilà. Oui, merci. Je voudrais déjà dire qu'au niveau du secteur, nous avons un cercle permanent de concertation, secteur public, secteur privé, pour débattre des problématiques qui s'opposent au secteur et recueillir les avis des uns et des autres. Quand il a fallu travailler avec la jeunesse, nous avons ouvert une plateforme de discussion avec les jeunes pour que nous soyons informés sur leurs attentes pour apporter une solution appropriée. Je voudrais dire tout à l'heure, peut-être je l'ai dit rapidement, vous voyez, en matière de numérique, comme tout est nouveau, ce n'est pas faute d'idée. Quand vous avez donc une idée, pour la mettre en œuvre, vous rencontrez des blocages. Même le gouvernement rencontre des blocages parce qu'on peut trouver que ce n'est pas opportun pour le moment. Donc, les plateformes, j'ai dit quelque chose là rapidement à propos des codes USSD. Il s'est trouvé que, surtout dès que nous sommes passés de la 3e à la 4e génération, vous voyez les problèmes que pose la convergence. Il se trouve que, je crois que dans l'engouement de passer à 3-4G, on n'a pas bien cerné ces éléments. Ça fait donc un nouveau marché qui s'ouvre. Et dans ce nouveau marché, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'encadrement. C'est les plus futés qui avancent et ça fait des conflits. Pour développer les plateformes, on a besoin de nouvelles entreprises numériques. Pour que ces entreprises puissent évoluer, il faut que leurs applications puissent accéder aux destinataires, aux propriétaires de téléphones portables. Alors, si les gros opérateurs, comme on dit les éléphants de la piste, ils bloquent le chemin, les autres ne pourront pas évoluer. Ce qui fait que chaque fois qu'on pense plateforme, il faut d'abord négocier, il faut essayer de contourner ces obstacles. Quand vous allez un peu trop fort, on vous oppose la réglementation. Comme j'ai dit qu'elle est presque toujours en retard, il faut arriver à une décision d'autorité. Et ce n'est pas toujours la méthode souhaitée, donc on commence par des négociations. Mais n'en déplaise, on a quand même des plateformes. Je vous ai dit que nous avons cette plateforme d'intégration des communications électroniques. Nous avons des plateformes de e-commerce qui vont bientôt voir le jour. Nous avons des plateformes en préparation par secteur, mais ce que je dis, je ne peux pas encore toutes les dévoiler ici, mais on a compris qu'on ne peut pas s'en sortir sans les plateformes numériques. Et je voudrais signaler quelque chose qui, c'est aussi, nous on le vit au Cameroun, il faudrait que d'autres pays soient attentifs. Tout à l'heure, le plan de Smart Africa a évoqué ce problème de données. Vous voyez, ce nouveau marché de la convergence que j'ai évoqué, qui n'est pas régulé, qu'est-ce qui se passe? Comme le financement est difficile, il faut beaucoup d'argent pour investir, on vous propose quelque chose qui est un peu un habit cousu sur tailor-made, un produit, ce n'est pas vos termes de référence, ce ne sont pas vos desiderata qui sont là. Donc, vous vous trouvez avec quelque chose qui ne vous sied pas et vous vous rendez compte que vous êtes tenu
par la gorge et vous n'êtes pas... Parce que les pays, il faut bien garder la souveraineté. Comme ça, le partenariat est gagnant-gagnant. Et ce volet-là, du fait que nous laissons évoluer des activités dans des nouveaux segments de marché non régulés, peuvent entraîner des problèmes. Tout à l'heure, j'ai dit que la FinTech a été celle qui a le plus prospéré. Mais il y a une menace sur les États africains aujourd'hui. Nous avons certes développé le mobile money. Certains pays ont bien encadré. Mais pour d'autres, vous voyez vos milliards passer sous vos yeux. Le fisc ne peut pas taxer parce que les données au départ, on n'a pas donné les conditions de suivi et d'évaluation des datas qui sont produites. Mais finalement, on est content de faire le transfert d'argent. Les autorités en charge de ce ne voient pas comment encadrer, comment élaborer des bonnes politiques pour la suite. Donc, c'est dire que en faisant les plateformes, il faut éviter le genre de plateformes qui sont conçues, préparées. On fait juste le branchement et vous utilisez. Non, il faut vous assurer que vous pouvez contrôler les éléments de vos informations et je crois que partout la technologie permet qu'il y ait des passerelles, qu'on puisse s'interconnecter sans que ce soit un blocage. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de plateformes, mais on a du travail, du pain sur la planche pour bâtir cet écosystème parce que je reviens à dire que c'est un changement de mentalité. La plupart des personnes sont encore sur l'ancienne économie, donc ils tardent à se laisser aller. Pourtant, il faut prendre ce risque. C'est quand on prend ce risque-là qu'on peut encourager l'innovation. Voilà pourquoi tout à l'heure, je ne veux pas me prononcer. Vous pouvez voir 2 poids, 2 mesures. Par exemple, on dit les pays anglophones, les pays francophones. Tout ça dépend des procédures qui sont mises en place, qui peuvent être un peu plus lentes, un peu plus favorables pour les autres. Et ça dépend des pays. Il y en a qui... Mais toujours est-il que, qu'on le veuille ou pas, c'est comme une marée. Ça va emporter. Si vous ne vous préparez pas, elle va vous emporter. Et je crois qu'il vaut mieux qu'on soit conscient aujourd'hui de contrôler sa vie au lieu d'être un ingrédient dans ce que les autres auront préparé. Merci beaucoup. C'est très juste, hein, Madame la Ministre. Et justement, j'avais une question qui rejoignait ça pour Monsieur Tamalgo. En fait, vous venez de le dire, hein, les utilisateurs forcent les gouvernements, les utilisateurs utilisent du digital et forcent les gouvernements à les suivre. Là, il y a une petite question pour vous, Monsieur Tamalgo, et je vais encore la diviser en deux, je suis désolé. La première, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une solidarité numérique entre les États? Parce qu'on voit que ce qui se dessine avec le numérique, c'est ce que toutes les communautés ont espéré pendant des années, c'est-à-dire une sorte de fédération d'États en Afrique, en Europe, dans le reste du monde. On voit que ça met plus de temps, mais le numérique force les États à faire ça. Et enfin, Monsieur Tamalgo, donc est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que fournisseur de technologie? Et la deuxième question, Monsieur Tamalgo, c'est, on vient de parler beaucoup de la cybersécurité. Est-ce que vous avez des programmes spécifiques? J'imagine que oui, mais pour l'Afrique. Voilà. Et juste après, on accueillera, je vois que Monsieur le ministre Ibombo vient de nous rejoindre. Bonjour, Monsieur le ministre, je vous donnerai la parole juste après. Je suis désolé. Merci beaucoup, Jean-Noël. Et à mon tour, je voudrais aussi dire bonjour à son Excellence Léon Juste Ibombo, ministre des Postes et de l'économie numérique de la République du Congo. Voilà. Donc, il faut dire que je vais peut-être commencer par la question sur la cybersécurité. Voilà. En ce qui concerne la cybersécurité, c'est une priorité numéro 1 de Huawei. Vous imaginez que cela fait une trentaine d'années que nous existons et cela fait une vingtaine d'années que nous accompagnons les pays africains et nous avons construit 50% de tous les réseaux 3G et 4G en Afrique. Et comme je le disais tantôt, nous servons 2 tiers de la population africaine et nous avons coopéré avec la plupart des États africains. Cela va sans dire que nous avons fait de la cybersécurité, j'allais dire, une priorité très, très importante. Et nous avons donc été testés par ces États, par ces opérateurs, et prouvé que nous avons des processus en place, notamment avec des certifications pour la plupart de nos technologies, certifiées avec tous les centres de certification
présents en Allemagne, à Londres, et dans beaucoup de pays européens et ailleurs. Voilà, qui prouve que Huawei, nous faisons de la cybersécurité une vraie priorité aujourd'hui. En ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui, je peux vous dire que tout dernièrement, dans un bon nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, nous avons passé les audits en termes de tests de protection des données personnelles, des données à caractère personnel, et nous nous sommes alignés, nous avons obtenu nos certificats. Et dans bon nombre de pays, forcément, pour travailler, il faut s'aligner aux normes du pays. Et cela est une priorité numéro 1 pour nous. Donc, pour ce qui concerne l'Afrique, nous faisons cela un point d'honneur de toujours respecter les lois en place, de nous soumettre à la réglementation imposée par les États pour être sûr que derrière, nous ne faisons pas quelque chose qui va à l'encontre. Il va sans dire aussi qu'il faut savoir que Huawei, nous sommes avant tout un fournisseur de plateformes, mais nous ne sommes pas véritablement des manipulateurs de données en fait. Nous fournissons des plateformes et derrière, nous remettons bien sûr les clés, les mots de passe et autres aux utilisateurs. Donc, pour nous, nous sommes en position d'accompagnement des États dans la mise en place des cadres juridiques, des cadres légaux nécessaires pour accompagner, bien sûr, la protection des réseaux et des données à caractère personnel. Connexion des pays en termes de numérique, moi, je voudrais dire que des politiques par pays, oui, des stratégies par pays, oui, mais le numérique en lui-même, il n'a pas de frontières. Je crois que son Excellence, Madame le ministre l'a dit, et DG Lassina Kone aussi l'a dit en filigrane, le numérique ne connaît pas de frontières. On ne peut pas dire que voilà, nous développons un pays comme peut-être la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun et que bon, ça devient comme une... Non, ce n'est pas possible. Si vous avez 20 000 ou 12 000 ou 15 000 kilomètres de fibre optique dans un pays et que le pays d'à côté n'a pas les ressources qu'il faut, mais l'effort qui a été fait dans le premier pays, c'est un coup d'épée dans l'eau. Imaginez un peu les pays qui sont enclavés, par exemple. Un pays comme le Burkina Faso ou le Mali, qui doit traverser les autres pays pour atteindre le câble sous-marin, ben c'est clair que le numérique aujourd'hui demande une coopération entre les États. À mon humble avis en tant que fournisseur, parce que je le ressens dans mes travaux, quand je vais vers un pays pour parler d'e-gouvernement, de fibre optique, et en même temps, je vous dis parfois, je dis, ben, si vous mettez tant de kilomètres de fibre optique, vous serez à l'aise. Mais je suis gêné de dire, malgré tout ce que vous allez faire, il vous faut quand même vous connecter à tel pays pour atteindre le câble sous-marin ou bien pour profiter de tel service. Donc, il faut une coopération entre pays. Une coopération en termes d'infrastructure, une coopération en termes de contenu. DG Lassina l'a si bien dit au début, parce que le numérique, ce n'est pas seulement l'infrastructure, ce n'est pas les boîtes, mais c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Il faut une coopération en termes de services de contenu et chaque pays a sa force, a ses points positifs, ses points forts et ce qu'on n'a pas, on doit pouvoir aller le chercher dans un autre pays. Donc, il faut vraiment une coopération, ce qui veut dire qu'il faut que les stratégies nationales se parlent aussi et il faut que les stratégies nationales s'accordent. Il faut un partage d'informations à notre humble avis au niveau des gouvernements. La plupart des livres blancs et des stratégies broadband que nous avons contribué à rédiger dans bon nombre de pays, il faut dire que les contraintes sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes, les besoins des populations sont les mêmes, les difficultés sont les mêmes et au finish, il faut un partage de ressources, il faut une mise en commun pour résoudre ensemble les problèmes de l'Afrique. Et c'est en cela que l'initiative de Smart Africa est très bien placée pour coordonner toute cette synergie, parce qu'il faut le dire, s'il n'y a pas cette synergie et que chacun de son côté doit se battre, je vous avoue que 2030 va nous trouver encore, peut-être pas au point zéro, mais on ne serait pas vraiment loin du point epsilon. Donc, à mon humble avis, il n'y a pas deux chemins qu'une coopération. Le numérique ne connaît pas de frontières. Merci, Monsieur Tamalgo. Avant de vous redonner la parole à Monsieur Kone, je vais accueillir Monsieur le ministre Ibombo. Bonjour, Monsieur le ministre. Vous êtes en muet.
Alors, bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors, vous avez compris qu'on a avancé un petit peu sans vous. Merci de nous avoir rejoints malgré votre planning et votre calendrier compliqué. Donc, merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais peut-être que vous nous expliquiez, vous nous donniez un état des lieux sur la République du Congo, de l'avancement numérique et puis les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler et puis vous allez travailler. Je vous donne la parole maintenant. Merci beaucoup pour la parole. Madame la ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, chers collègues, Monsieur Lassina Koné, directeur de Smart Africa, Monsieur Philippe Wang, vice-président de Huawei, Monsieur Jean-Noël Georges, CEO de JNG Expert, mesdames et messieurs, la table ronde sur la transformation digitale qui se tient ce jour sur le thème le numérique catalyseur de croissance et du développement en Afrique entre dans le cadre des exigences pour accéder à une vision d'ensemble de croissance et de développement de l'Afrique. Cette vision est du reste partagée par la République du Congo à travers le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a fait du numérique un des axes majeurs de son pacte social décliné dans la marche vers le développement à l'emploiement ensemble. Permettez-moi, en prenant la parole, de vous adresser mes sincères remerciements qui traduisent à la fois mon immense plaisir et ma gratitude envers les organisateurs. J'en suis profondément honoré. Mesdames et messieurs, la République du Congo, comme je l'ai dit plus haut, accorde une importance particulière aux recommandations issues de ces visioconférences, notamment celles relatives à la situation économique, aux perspectives de développement de nos pays, à l'état du capital humain et à l'emploi, au développement des compétences, en somme, à tout ce qui concourt à faire du numérique un catalyseur de croissance et de développement durable. Notre continent, l'Afrique, dispose-t-il de toutes les cartes en main pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont commencé à forger sa croissance? En d'autres termes, il s'agit de redéfinir toutes les conditions nécessaires de la transformation digitale de l'Afrique. Ces conditions sont d'ordre matériel et immatériel, le tout soutenu par une vision politique porteuse. Répondant à ces défis, au Congo, le président de la République a prescrit au gouvernement de doter d'abord le pays d'infrastructures à fibre optique de haut débit de dernière génération afin de lui assurer une couverture nationale en communication électronique. De même, le gouvernement a approuvé une stratégie nationale de développement de l'économie numérique, dite Vision Congo Digital 2025, reposant sur 3 piliers, à savoir le e-gouv, le e-business et le e-citoyen. Cette stratégie est renforcée par les décrets fixant les modalités de gestion du Fonds pour l'accès au service universel des communications électroniques et vise à offrir au public sur l'ensemble du territoire national le service de communications électroniques à un coût abordable. Les conditions juridiques législatives ont été bien actualisées à travers 6 lois relatives à la cyberlégislation dont les textes promulgués portent respectivement sur les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel, la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et les données à caractère personnel. D'ailleurs, est en cours l'examen de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Mesdames et messieurs, disposant de telles conditions et d'une vision politique affirmée, le Congo offre un environnement de confiance numérique, propice à la croissance et au développement durable. Donné pour raté dans les 2 précédentes révolutions mondiales, l'Afrique, qui fascine par ses potentialités humaines, la jeunesse africaine, par ses ressources minières naturelles, ne devrait pas perdre la révolution numérique. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous organiserons le 11 août prochain la journée de réflexion sur l'avant-projet de loi portant statut des startups, dont les objectifs visent à susciter l'éclosion des jeunes entrepreneurs du numérique. Le prix de l'innovation numérique institué depuis 2019
participe aussi à la détection et à la promotion des talents entrepreneurs du numérique. Il est vrai que les conditions immatérielles liées au développement des compétences sont encore insuffisantes pour réduire les retards de croissance dans nos pays respectifs. Aussi, un accent particulier est-il à mettre dans la formation des élites et la création des laboratoires de développement des logiciels des plateformes africaines pour une Afrique innovante. Je profite d'ailleurs de la présence du vice-président de Huawei pour remercier ce groupe d'avoir à plusieurs reprises fait bénéficier le Congo du programme Seed for the Future. Mesdames et messieurs, l'Afrique innovante, à mon sens, devait être aussi un ensemble de maillage des différentes sous-régions en infrastructures de télécommunications bien développées. Aussi, permettez-moi de vous annoncer que grâce à la vision de leur excellence, et je me réjouis que ma collègue du Cameroun soit là, grâce à la vision de leur excellence, M. Denis Sassou Nguesso pour le Congo et M. Paul Biya pour le Cameroun, nous allons procéder le 8 août prochain, c'est-à-dire samedi, au lancement officiel des travaux d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Cameroun dans le cadre du projet Central African Backbone. La situation de crise sanitaire mondiale a impacté le secteur qui s'est affirmé au fil des mois comme un levier clé indispensable au maintien de la vie socio-économique de nos pays. Le secteur numérique attend que des mesures cohérentes, susceptibles de favoriser son développement soient prises, porter entre autres le numérique au rang de service public à part entière est à inscrire à notre plaidoyer. Je voudrais enfin saluer, puisqu'il y a M. Lassina Kone qui est avec nous, l'initiative de Smart Africa pour une Afrique interconnectée, laquelle a permis à mon pays d'adhérer au modèle de coopération entre États. Pour terminer mon propos linéaire, je formule le vœu que les communications et les débats qui suivront nous éclairent tous pour le bonheur que rêve chacun de nous, pour une Afrique innovante, pour une Afrique numérique, pour une Afrique prospère, pour une Afrique décomplexée. Voilà, je vous remercie. Mais bien sûr, je me tiens maintenant à vos dispositions pour échanger. Nous étions en conseil de cabinet, ça a pris un peu de temps, mais bon, vous comprenez que… Mais c'est toujours avec plaisir que nous participons à ce type de débat. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. On comprend bien, et puis on est en live, donc on voit qu'on est extrêmement en live, tout le monde est en live. Donc je vais poser, avant d'attaquer la dernière partie, qui est un petit peu une vision prospective et sur la conclusion, revenir à Monsieur Kone, hein, je vous l'avais promis. On a une vraie question pragmatique qui revient sur la Convention de Malabo. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup d'États qui ont participé à cette convention et peu qui l'ont ratifiée au final, et signée en particulier. À votre avis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire de cette convention une sorte de pilier des systèmes numériques africains à venir? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. En fait, pour la Convention de Malabo, il ne suffit pas seulement d'être signataire ou alors ratifier la Convention. Il faut mettre les institutions et les agences pour exécuter les actions et les objectifs de la Convention. Notamment, je parle de chaque pays africain doit se doter d'une institution de cybersécurité, d'une autorité de cybersécurité. Et quand on se dote d'une autorité de cybersécurité, les lois, on passe ça bien sûr dans le Conseil des ministres. Et puis non seulement cela, quand on dit la cybersécurité, il ne suffit pas seulement d'avoir un CICERT, un centre de CICERT. CICERT, c'est quand un pays est attaqué par la cybersécurité, les informations. Non, il ne suffit pas seulement cela. Il faut avoir les CICERT sectoriels, c'est-à-dire il y a les infrastructures critiques qu'il faut protéger. Il y a aussi le CICERT des banques. Aujourd'hui, on n'en parle pas dans les médias. Mais vous savez qu'il y a plusieurs banques en Afrique qui sont attaquées jour par jour, mais on ne peut pas en parler parce que c'est très confidentiel. Donc, chaque pays doit se doter d'une institution, d'une loi de cybersécurité et protection des données personnelles, des CICERT nationales,
En bas du sous-cercle national, on a les systèmes sectoriels qui est sous-cercle des infrastructures critiques, sous-cercle des banques, sous-cercle des entreprises privées, ainsi de suite. Et tant que vous n'êtes pas déjà prêt pour avoir l'implémentation ou alors la mise en place de toutes ces institutions, ça ne sert à rien du tout de dire que bon, nous ratifions et nous n'exécutons pas. Et tant qu'on ne fera pas cela, l'Afrique ne sera pas en avance en matière de cybersécurité. Parce que quand on parle de la transformation numérique, c'est toujours accompagné de la cybersécurité. Et nous avons vu ça pendant ces 4 derniers mois de Covid. Combien d'attaques? La cybersécurité, ça ne fait que monter. Et je profite donc pour cela, pour qu'est-ce qui retarde exactement? Il ne suffit pas seulement de la rectification, mais il y a aussi un moyen de financement, parce que mettre une agence en place, je dis un exemple, hein, en Côte d'Ivoire, c'est l'ARTCI, dans d'autres pays, vous trouverez que c'est complètement une institution, une autorité, c'est complètement différent. Au Sénégal, c'est différent, c'est complètement autonome. Donc, il faut mettre les jalons de la cybersécurité des agences et police. C'est pas seulement de dire, bon, nous avons passé la loi, non, il faut passer à l'acte. Cybercriminalité, cybersécurité. Bon, je profite aussi pour ajouter que ce que mon frère Louise Tamalgo vient d'expliquer, oui, connecter ces pays et les pays qui sont enclavés en même temps. Je remercie vraiment monsieur le ministre du Congo, monsieur Léon, merci beaucoup d'être là, qui a déjà mentionné qu'avec Cameroun, ils vont passer à interconnecter les pays. C'est important. Vous voyez peut-être que c'est juste une information, mais non, ce n'est pas juste une information. Posez-vous la question. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est très, très probable que si vous passez un coup de fil de Burkina pour aller au Cameroun, c'est très probable que cet appel passe par l'Europe? Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, chaque matin, nous nous réveillons, que ce soit au Cameroun ou alors au Congo, tout ce que vous avez d'abord dans un premier temps, c'est le WhatsApp ou bien le Facebook. Vous savez où est-ce que vos données sont sauvegardées? Donc, quand on parle de la souveraineté de l'Afrique, il faut que les pays africains soient interconnectés. C'est important. Non seulement les pays enclavés, les pays qui font face à la mer doivent être connectés aux pays qui sont enclavés. Ça mettra une pression sur le coût de l'Internet. Ça fait ça donnera à l'Afrique sa souveraineté numérique. Sinon, à part cela, je dirais bien, nous sommes tous colonisés électroniquement. Alors, c'était pas encore votre conclusion, mais c'est un joli message. On rentre dans la dernière partie. J'aimerais donner la parole à Madame la Ministre. J'aimerais, si vous le voulez bien, Madame la Ministre, que vous nous fassiez une sorte de petite conclusion et puis que vous ayez une vision un peu prospective, c'est-à-dire comment vous imaginez l'Afrique dans un premier temps et puis peut-être le Cameroun dans un deuxième temps, dans les années à venir. Voilà. Merci de me donner la parole. Ce que je voudrais dire, peut-être que je l'ai déjà dit en d'autres termes pour les perspectives, peut-être qu'il nous faut réécouter les interventions des uns et des autres. Parce que la dernière intervention là, de M. Lassana Koné dit tout. Comme je l'ai dit au début, moi j'ai espoir. Déjà que cette e-conférence, je crois qu'il n'y a pas eu plusieurs comme ça. Quand je regarde là au chat, plusieurs personnes nous suivent et je me dis, il faut bien un début à toute chose. Parce que là, les enjeux sont réels. Je l'ai dit au départ, c'est un passage incontournable. La coopération, elle est inévitable. On peut retarder, mais on va se rendre compte qu'on a besoin du voisin. C'est pour cela que les structures comme Smart Africa, il faut qu'il y en ait plusieurs de ce genre. Parce que là, j'aimerais bien que M. Lassana Koné nous dise quelque chose parce que à Smart Africa, j'ai participé à des réunions. Là encore, il y a un problème. Les pays africains ne sont pas en train de se digitaliser au même rythme. Alors, comment on fait pour tenir compte des faibles? Et ou bien ceux qui ne se sont pas vite réveillés. Résultat, c'est quelques leaders qui se mettent à tirer le train
Et qu'est-ce qui se passe pour les autres? On a deux attitudes. Soit on descend du train, soit on freine et on se désolidarise. Et comme vous savez qu'il y a toujours des gens qui ne veulent que cette discorde-là, ils viennent donc tromper cela pour dire non, 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 Smart Africa, c'est rien. Nous, on va vous accompagner et on est dans une cacophonie. Et je crois qu'en Afrique, il y a certains sujets, je me réjouis de ce que l'Union africaine, au fait du problème, ça se discute déjà là-bas. Et au niveau du commerce intra-africain, vous voyez, il y a toujours un peu qu'est-ce que je gagne. Il faut toujours que celui qui est leader pense à celui qui va rester. Parce que si lui, il reste, il va vous empêcher d'évoluer et c'est lui qui viendra détruire. Donc pour moi, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois que les choses vont évoluer puisqu'on communique de plus en plus, nous échangeons et je crois que nos chefs d'État de plus en plus sont engagés dans cette transformation digitale de l'Afrique et je me dis, quand nous aurons réglé ce problème de financement qui malheureusement avec le Covid et autres vient freiner les choses, parce qu'on avait déjà quand même trouvé des portes de sortie, ça retarde un peu. Mais moi, je vois cette Afrique-là où, avec la digitalisation qui a amené une mondialisation, donc automatiquement, on sera dans ce grand village africain, mais où les barrières sont quand même dans le cyberespace parce qu'il faut la souveraineté. Sinon, on se sent dominé ou recolonisé. La colonisation, ça dépend de qui est le colon. Il peut arriver que c'est mon frère et ami du Congo qui, lui, se réveille un beau matin et il a envie de coloniser le Cameroun. Donc, il faudrait que dans notre partenariat, qu'on s'assure qu'il développe son pays et je développe le mien. Et tout le monde gagne dans cette affaire-là. Donc, les perspectives pour le Cameroun, déjà que tout ce que nous faisons, on sait que le marché, il faut voir un marché sur une plus grande échelle. Donc, tout ce que nous faisons comme défi, c'est pour le marché africain, voire au niveau international, surtout qu'il n'y a pas de limite. Donc, les plateformes en cours, les transformations en cours, c'est pour arriver à ce que nous soyons ouverts avec les autres, qu'on coopère, et c'est ensemble que nous serons forts, parce que ce qu'il dit est réel. Malheureusement, vous voyez, les statistiques ne sont pas partagées par tout le monde. Voilà pourquoi moi, j'apprécie votre émission. Voilà pourquoi je vous souhaite d'organiser d'autres débats parce que l'e-conference est assez reconnue aujourd'hui et que d'autres qui nous suivent organisent des débats comme ceci pour que les uns et les autres soient sensibilisés. Parce que plusieurs font mal par ignorance. Si moi, je n'ai vu qu'un modèle d'un pays X occidental, je crois que c'est ça le paradis, alors qu'en Afrique, nous avons nos frères qui ont réussi et ensemble, on peut mieux adapter le numérique. Lui s'adapte à tous les environnements et même au niveau même du développement. Moi, j'aime souvent dire aux startups camerounaises qu'on a besoin de deux choses. Un cerveau. Le cerveau des Camerounais est très bien fait et le cerveau des Africains très bien fait puisqu'on voit ce qu'ils ont réussi. Et la connexion. Donc, mettons les infrastructures. Encourageons les uns et les autres à la transformation digitale. Et on va voir que certaines difficultés que l'Afrique avait, je ne dis pas d'abandonner les routes, mais vous allez voir qu'avec le satellite, avec la couverture, parce qu'il n'y a pas que la fibre optique, quand quelqu'un d'un village enclavé peut avoir accès à la formation à distance, quand on peut vendre son produit par e-commerce, quand on peut se faire consulter par un médecin, il faut qu'on explique aux uns et aux autres les avantages de tout ce qui est e-commerce, e-health, e-trade, tous les e-government et tous les avantages. Et je vois que la transformation, elle est là. Peut-être pas concrètement, on ne peut pas vous dire qu'il y aura telle ou telle chose. C'est le temps qui manque. Le Congo a tellement de choses qui ont été réalisées. Au niveau du Cameroun, je dis ce qu'on voit au Kenya, ce qu'on voit au Ghana, ce qu'on voit au Rwanda, ce qu'on voit en Afrique du Sud. Et ça, c'est en Afrique. Ce qu'on voit en Tunisie, au Maroc, c'est l'Afrique. Il faudrait seulement qu'on cesse ces combats de rivalité inutiles, qu'on comprenne que notre source, elle est commune. Nous sommes un point que tout le monde veut. Nous faisons l'objet de la convoitise. À cause de ces 1 milliard et 300 millions plus d'habitants et qui va même encore continuer à se multiplier,
on a intérêt à négocier, à être partenaire avec nous. Et dans ce cas, il faut connaître ses avantages, ses atouts, ses points forts, ses points faibles et aller en groupe pour qu'on ne nous divise pas à nouveau. Parce que si on nous divise, nous ne nous en sortirons pas. Mais comme je vous dis, ça c'est un cliché du passé. Moi, je suis positive. Donc, en perspective, je vois comment les lois sur la cybersécurité, parce que ça c'est très, très important, parce que dans notre pays, je ne suis pas venue là-dessus, nous avons certes les CERT, mais nous avons une stratégie, une politique nationale de cybersécurité où il faut identifier la protection des infrastructures critiques. Mais il se trouve encore, comme je vous dis, que l'économie traditionnelle, si on peut l'appeler ainsi, avait des petits monopoles où les uns et les autres travaillaient en copie cachée. Donc, pour convaincre les banques ou les autres structures que entrer, financer pour que nous puissions mettre ce plan sécuritaire, on veut que l'État puisse faire tout. Et vous voyez que ça a un coût. Ça a un coût pour pouvoir protéger toutes ces infrastructures critiques. Et un autre volet même, une fois qu'on a identifié une infraction, vous savez qu'il y a le code pénal qui, lui, il est sur, il faut amener la preuve. Comment est-ce qu'on identifie la preuve cybernétique? Ça veut dire qu'il faut revoir nos organisations judiciaires pour que l'investigation numérique est l'élément de preuve qui permettra aux magistrats de pouvoir condamner. Nous, au Cameroun, nous sommes en mesure d'identifier plusieurs délinquants du cyberespace, mais il faut encore que nous soyons outillés pour avoir des autorités qui ont toutes les compétences d'investiguer et de sanctionner et de réprimer. Et que cette coopération entre la justice, qui elle avant savait qu'elle était un corps de métier, tout presque différent des autres, mais aujourd'hui, c'est la co-régulation, c'est la co-justice, tout est co. Et dans le I, on doit partager avec tout le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je veux juste dire que moi, si des plateformes comme celle-ci se multiplient, que les uns et les autres sont sensibilisés, ce qui est certain, nos chefs d'État sont conscients, mais ils ne peuvent pas tout seuls parce qu'il faut que les mentalités changent et que les gens se jettent et croient en cela. L'Afrique a de très beaux jours devant soi. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour votre intervention et votre conclusion. On continue avec Monsieur Tamalgo. Donc, on l'a entendu, l'Afrique a les cerveaux, il faut les infrastructures. Hein, on l'a entendu par Madame la Ministre. Alors, Monsieur Tamalgo, peut-être votre phrase de conclusion sur les infrastructures et puis votre vision prospective, s'il vous plaît. Merci, Jean-Noël. Les infrastructures, oui, mais il y a un élément très, très important sur lequel j'aimerais revenir en tant qu'un passionné de l'Afrique qui croit que très bientôt, ce sera l'heure de l'Afrique en termes de leadership, pas seulement au niveau technologique, mais dans beaucoup de domaines. Je voudrais dire que c'est la formation du capital humain. Le capital humain est un grand trésor. Les infrastructures, oui, il y en a, ce n'est pas suffisant. Il y a des targets qui ont été déjà mis en place, 230 000 km de fibres à déployer d'ici 2030, 100 milliards à engager, 100 millions de populations à désenclaver. Oui, l'énergie, il y a des solutions en place pour les zones rurales. Je crois qu'au Cameroun, nous avons désenclavé 166 villages avec une solution appelée le Power Cube 1000. Les solutions, les infrastructures, oui, il y en a. Mais le capital humain, la formation du capital humain reste véritablement ce qui est au centre. Et les uns et les autres l'ont dit, Huawei, nous avons véritablement une foi en ce qu'on puisse développer beaucoup de talents en Afrique. Je vous assure que pendant le Covid-19, l'Afrique a montré par sa jeunesse qu'une solution africaine. Je crois que la digitalisation de l'Afrique, elle va venir de par le bas. Les gouvernements ont mis en place des cadres. Il y a des efforts effectués, comme leurs excellences, Madame le ministre, Monsieur le ministre l'ont cité, mais moi je crois à un sursaut non maîtrisable de la jeunesse africaine, indépendamment des pays où il se trouve, il y a un grand sursaut qui va s'opérer. La jeunesse africaine est avide de technologie aujourd'hui. La jeunesse africaine aujourd'hui comprend qu'il faut chercher d'autres solutions que les solutions traditionnelles.
Tenez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la jeunesse africaine a mis en place au moins 37 fintech déjà. Ça, c'est un domaine appréciable. Et la jeunesse est consciente que $1 investi dans le digital aujourd'hui génère $20. Ça fait 2000%. Donc, pour moi, je crois que donner une capacité en termes de talent à la jeunesse est le plus important. Les infrastructures, elles vont suivre, bien sûr, les difficultés de financement et tout. Il y aura des solutions qui vont venir. Mais si ces plateformes sont établies sans que notre peuple, sans que nos populations ne soient préparées à les utiliser, ces solutions seront sous-utilisées. Elles ne vont pas créer le rendement qu'il faut. Et ces solutions seront peut-être mal utilisées, ou comme le grand frère Lassina l'a si bien dit, on va encore nous coloniser avec les mêmes solutions que nous avons contribué à déployer nous-mêmes. C'est pourquoi au niveau de Huawei, nous avons une vraie politique en termes d'investissement et chaque année, nous investissons 15% de notre revenu annuel pour la recherche et le développement. Et pour nous, la recherche et le développement, ce n'est pas seulement la recherche appliquée. Elle va à la base déjà à l'éducation. Si on n'éduque pas, on ne peut pas avoir de chercheurs. Ensuite, il y a la recherche fondamentale. Si on n'a pas un vivier de recherche fondamentale, on ne peut pas parler de recherche appliquée. Et toutes ces initiatives sont déjà en place en Afrique, en train d'opérer. Dans la plupart des pays, nous pensons qu'il y a quand même une capacitation de la jeunesse qui est en cours, pas seulement par Huawei, bien sûr. Nous avons nos initiatives, les États ont pris conscience, les États investissent beaucoup, mais je dirais que des entreprises comme nous, comme bien d'autres, nous apportons un nouveau paradigme à ce développement du capital humain en rendant la formation beaucoup plus adaptée au monde de l'entreprise, en rendant la formation beaucoup plus adaptée aux besoins de la jeunesse actuelle. Moi, je voudrais juste terminer en disant que si la digitalisation de l'Afrique ne vient pas du sommet, elle viendra du bas. L'un dans l'autre, forcément, la digitalisation va avoir lieu. Tenez aujourd'hui un pays comme le Cap-Vert que nous avons cité un peu plus au début, qu'il y a 20 ans était, je ne dirais pas l'un des derniers pays, mais un des pays beaucoup en souffrance, mais qui, en raison de la digitalisation aujourd'hui, en termes de gouvernance, elle est classée devant un pays comme la France, en termes de gouvernance et de démocratie. Voilà un peu ce que la digitalisation peut produire. Donc, ce n'est pas une question uniquement d'infrastructure, mais c'est une question de capacitation et de culture du capital humain. Et nous croyons en cela. Et notre société participe beaucoup à développer de jeunes talents, beaucoup d'expertise. Et nous croyons que l'Afrique a beaucoup de potentiel. Nous allons contribuer à l'activer. Et nous croyons que, comme Madame le ministre l'a si bien dit, il faut rester positif. Et il ne faut pas regarder en arrière à nos défauts, ce qu'on a manqué. La 4e révolution est là. Nous allons y entrer, que ce soit par une initiative gouvernementale ou par un sursaut de la jeunesse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tamalgo. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, je vais vous demander le même exercice, hein, Monsieur Koné. J'ai vu que vos propos ont fait réagir beaucoup. On ne peut pas répondre à toutes les questions. On a eu plus de 100 questions, donc c'est impossible de répondre. Donc, si vous voulez bien nous faire une conclusion. Enfin, je donnerai le mot de conclusion à Monsieur le ministre qui n'a pas eu beaucoup de temps d'audience. Merci beaucoup. Effectivement, le temps ne permet pas tout de débattre tout, mais par rapport à tout ce qui est Ses Excellences, ministre du Cameroun, et de Son Excellence le ministre Congo l'a dit, ainsi que mon frère. En fait, vous comprenez, dans la transformation numérique, les chefs d'État, au niveau de Smart Africa, ils ont véritablement l'envie et la volonté de le faire. Raison pour laquelle Smart Africa a été créé en 2013, endorsé par l'Union africaine en 2014. Ils sont partis de 7 chefs d'État à 30 chefs d'État. Ce n'est pas comme un club, c'est très pragmatique, ce n'est pas du tout politique. Et il faut être audacieux, il faut avoir l'audacité de dire les choses telles que ça y est. Parce que la raison pour laquelle il faut être très, très audacieux, je vais vous dire, et aussi les challenges dont les ministres, le tableau n'est pas complètement sombre, hein.
Les ministres de l'économie numérique des pays africains font beaucoup de choses. Mais le problème, je ne dirais pas problème, le challenge, où est-ce que le challenge se trouve dans la transformation numérique et qu'on voit la différence entre les pays anglophones, les pays lusophones et les pays francophones. Tout se situe dans la gouvernance. La transformation numérique est une chose, la gouvernance de la transformation numérique, c'est autre chose. Vous allez voir que dans les pays anglophones, le rang protocolaire des ministres de l'économie numérique, s'ils ne sont pas troisième, ils ne sont pas au-delà de cinquième. Parce que c'est centralisé. Pourquoi? L'économie numérique n'est pas un secteur comme les autres secteurs, la santé, transport, agriculture. Non. L'économie numérique est le secteur transversal qui lie tout autre secteur. Raison pour laquelle le pouvoir donné au ministre de l'économie numérique et de la Poste est très important. C'est ça, au niveau de Smart Africa, à ma position, quand je regarde les pays anglophones, les pays lusophones, les pays francophones, c'est exactement cela. Moi, je viens d'un pays francophone, mais je regarde, on prend l'économie numérique, il s'agit de la licence de télécom, la licence de fréquence. Non, c'est le secteur. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un changement du paradigme que nous voulons transformer le pays en économie de savoir, pas économie basée sur l'agriculture, autre chose. Non. Et c'est ce que le Kenya a fait. Et c'est ce que le Rwanda a fait. Le Rwanda fait 12 millions de population qui fait la moitié de la population ivoirienne et la superficie de la Côte d'Ivoire fait 13 fois le Rwanda. Alors pourquoi quand on regarde dans l'indice de développement des capital humain, dans le monde, le Rwanda est parmi les premiers? Parce que 100% des citoyens rwandais sont identifiés biométriquement, ils ont une identité numérique. Vous voyez donc? Donc, pour dire, c'est un challenge, mais ce n'est pas un challenge qui est impossible. Le tableau n'est pas aussi sombre que cela. L'Afrique avance à son rythme, mais nous devons avoir nos propres priorités. Parce que si nous ne connaissons pas nos propres priorités aujourd'hui, les chefs d'État l'ont fait. Maintenant, c'est la gouvernance de la transformation dont on doit donner les responsabilités, les vraies responsabilités au ministre des économies numériques pour agir. Parce que tu vas trouver dans un pays, il y a un ministre de l'économie numérique, il y a une autre agence qui se... Non, il doit y avoir un seul guide. C'est comme quand vous allez à un concert de symphonie. Et ça, cette gouvernance, la plupart des pays ne l'ont pas. Sinon, nous avançons très bien. Les présidents, ils ont la volonté de le faire. Ils nous ont donné au niveau de Smart Africa la carte blanche de le faire. Et ça, pourquoi exactement? Parce que si on n'embrasse pas la 4e révolution industrielle, vous pouvez noter ce que je vais dire, nous serons recolonisés sans le savoir. Et cette fois-ci, ça ne sera pas une recolonisation de 100 ans, ça sera à vie. Parce que l'information, c'est infini. Merci. Alors merci beaucoup, M. Koné. On a perdu M. Ibombo, donc je vais juste donner la parole à M. Tamalgo qui souhaite rajouter un petit point. Merci Jean-Noël, merci grand frère Lassina. Je voulais juste relever un point très important puisqu'on a parlé d'obstacles au financement pour développer l'économie numérique dans nos pays et aussi mettre en route la digitalisation qui est déjà en route, qui voilà, accélérer la digitalisation. Moi, je voudrais juste aborder le point sur la régulation qui aujourd'hui se résume beaucoup plus, comme l'a dit M. Lassina, en licence. Voilà. Je crois que la régulation doit s'intéresser à la taxation des actions des acteurs de l'économie numérique. Quand vous prenez un investissement aujourd'hui en Afrique, les taxes, ils vont entre 40 et 50% de tout ce qui a été investi. S'il y a une réflexion qui est menée à ce niveau, les financements, à mon avis, peuvent être dégagés pour accompagner la digitalisation de manière efficace en attendant de mobiliser d'autres financements extérieurs. Mais aujourd'hui, quand un équipement arrive au port, vous avez entre 40 et 50% du prix de l'équipement à payer, pas par nous, vendeurs, mais par l'opérateur et par le gouvernement qui le commande. C'est-à-dire que si l'équipement coûte $100 000,
l'opérateur et le gouvernement doivent préparer à peu près, bon an, mal an, 50 000 $ à reverser, voilà, à l'État. Et je pense que dans un effort d'ensemble vers la digitalisation, il est important aussi de regarder de ce côté, de ce cadre-là, pour trouver les ressources nécessaires pour accompagner et les infrastructures et l'éducation de la population et toute l'initiative. Donner tout simplement des ressources et de l'énergie. Voilà. Quelqu'un me dira, mais oui, si on coupe les taxes, qu'est-ce qu'on fait? Mais 1% investi dans le digital, ça génère 20% après. Ce qu'on aura perdu en amont, on va le retrouver en beaucoup plus grand en aval. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur Tamalgo. Moi, comme conclusion très rapide que je ferai de ce débat, sur l'heure et demie, on voit qu'il y a une accélération du numérique dans tous les États africains, mais qu'il y a aussi une reprise en main des États qui ont compris que sans leur souveraineté et sans leurs actions, et même si ça viendra de la base, comme vous l'avez souligné, Monsieur Tamalgo, le numérique ne pourra pas se développer. J'ai aussi noté la coopération inter-États. On l'a eu tout à l'heure avec la déclaration de Monsieur Ibombo entre le Cameroun et la République du Congo, et aussi avec le privé, avec UAE par exemple, qui soutient des initiatives locales et sur le continent. Enfin, ce que je noterai comme deux derniers points, c'est que ce sera forcément une solution africaine pour l'Afrique, avec un numérique africain. Un numérique africain, pourquoi? Et c'est M. Koné qui l'a rappelé. L'Afrique avait été précurseur sur le mobile money. L'Afrique va inventer ses services. Et avec cette jeunesse, ce que je répète souvent en conclusion, cette jeunesse africaine qui représentera plus de 50% de la population dans quelques années, elle va influencer le monde et elle influencera le monde numérique. Et en fait, j'aimerais terminer ma conclusion par un mot que j'ai entendu tout à l'heure parmi nos participants, c'est soyons audacieux. Il faut que l'Afrique soit audacieuse et qu'elle n'ait pas peur d'être une solution d'avenir pour le numérique. Je vous remercie tous. Madame le ministre, je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir animé ces débats avec vos propos pertinents. Je remercie Monsieur Ibombo qui a probablement dû nous quitter. Je vous remercie aussi Monsieur Tamalgo de UAE de votre présence et bien sûr Monsieur Koné avec la pertinence de vos remarques de Smart Africa. Merci à tous. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions. On était plus de 800 inscrits, c'est énorme, et plus d'une centaine de questions. Je suis désolé pour vous et je vous retrouve, comme l'a dit Madame la Ministre, pour une prochaine édition et j'espère vous recevoir quelques-uns d'entre vous. Merci à vous. Merci. Merci Jean-Noël. Malheureusement, notre conférence touche à sa fin. Je vous remercie encore une fois pour vos interventions de haute qualité. Merci à nos chers panélistes, Madame la Ministre, Monsieur Tamalgo, bien sûr Monsieur le Ministre qui nous a quittés et Monsieur Lassina Koné. Donc, on vous donne rendez-vous sûrement pour une nouvelle édition. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir et à bientôt et bonne journée. Au revoir. Au revoir.